Je suis très très honorée d'accueillir ici Jana Novikova du film de The Tribe de Slavoj Pitsky, Miroslav. Alors c'est un peu particulier parce qu'on doit passer par 2 interprétariats. Voilà. Donc une personne qui va traduire du langage des signes ukrainien au langage des signes international et une personne qui va traduire du langage des signes international au français. Donc on va y arriver. Jana veut peut-être dire quelque chose avant le film et on sera là de toute façon à la fin de la projection. Bonsoir, oui, je suis très contente de venir ici en Suisse à l'occasion de la présentation de ce film et donc de rencontrer le public genevois ce soir, y compris le public sourd. Alors je répète pour les sourds qui étaient dans la salle, donc je me mets face à eux et donc il a dit je suis très très content d'être là ce soir pour représenter le film The Tribe. Lorsque le film sera terminé, on se retrouvera de toute façon pour des questions et des échanges avec le public. Alors je vous souhaite une bonne projection. Et bravo. Bravo d'être là. Donc le micro, je peux passer le micro aux gens dans la salle. Sinon moi... Oui. Quel âge avez-vous? Enfin, quel âge là? Quel âge avez-vous? Je sais pas. Quelle est la question? Quel âge a-t-elle? 21 ans. Donc moi, la question que j'avais, c'est comment, au niveau de la mise en scène et de la chorégraphie dans le film, une personne en train de... Donc voilà, la question de la mise en scène et de la chorégraphie, comment Miroslav Slavoj Pitsky a organisé en fait sa mise en scène, comment il a préparé les différentes séquences qui sont très chorégraphiées et comment donc les acteurs et les actrices ont travaillé en fait vraiment leur rôle. Est-ce qu'ils ont répété beaucoup? Est-ce qu'il y avait une part d'improvisation? Donc il y a une partie qui est fictive et une partie qui est véridique dans ce film. Donc il y a une part de vérité, on peut dire une moitié de ce film. Les événements que l'on voit sont des événements véridiques. Et le réalisateur a observé des sourds dans certaines institutions. Il a mené des castings en fonction des sourds qu'il avait rencontrés dans les institutions et également pour des acteurs entendants dans le film. C'est quelqu'un qui a posé une question dans la salle. Ah, oui, donc la question, est-ce que c'est une histoire vraie? Est-ce que c'est tiré d'une histoire vraie? Alors, on n'a pas entendu parler d'une mafia sourde dans ce cas de figure, mais il est possible que une mafia entendante, du côté des entendants, existe réellement, oui. Voilà, on remarque dans ce film qu'il y a un dialogue en langue des signes qui est très très violent, qui est un comportement qui nous paraît nous excessif. Est-ce que c'est du jeu ou est-ce que c'est véritablement la façon de s'exprimer des sourds en Ukraine? Donc la réponse c'est une direction d'acteur. Ça a été en fait un jeu qui a été mis en place et qui a été le résultat de nombreuses répétitions. Et ça a été un travail qui a été extrêmement difficile et qui a demandé énormément de répétitions. Combien de temps ont duré ces répétitions? Combien de jours a-t-il fallu?
chaque scène, on répétait environ une vingtaine de fois. Tous les jours, c'était comme ça. D'abord, bravo pour ce film. Il y a donc... Voilà. On va juste demander que les sourds ne se répondent pas directement le temps que la traduction se fasse. Donc la question c'est... il y a un film une scène qui se déroule dans un train. Est-ce que le train est vrai ou est-ce qu'il est faux? Si j'ai bien compris la question. Mais tout le monde parle en même temps, donc là j'ai un peu de la peine à suivre. Donc je précise qu'il y a une langue des signes russe qui est en train de se jouer là sur scène, avec une personne qui essaye de poser la question en russe et retraduire la réponse en langue des signes française pour la personne. Et moi j'essaye de suivre la langue des signes française pour vous la restituer. Donc si on pouvait reprendre la réponse, j'ai pas vu. Donc la réponse était également aussi sur les bijoux, les colliers que l'on voit dans le film. Et donc il y a un certain nombre d'objets qui sont réels, mais pour les colliers, c'était une idée du réalisateur. Sur la vente de bijoux, etc., c'est une fiction, bien sûr. Donc la fin de l'histoire, en fait, j'ai du mal à y avoir accès. Ça se termine de manière assez abrupte et on ne sait pas finalement si à la fin de cette histoire, le jeune sourd dans ses actes sera réprimandé, puni. Donc la porte se ferme sur une interrogation. Peut-être que ce jeune sourd va se suicider, peut-être qu'il sera emprisonné, peut-être que... Voilà, on laisse ouverte l'issue de cette histoire. Pour que chacun puisse l'imaginer à sa guise. Certains vont penser qu'il a été emprisonné, puni, qu'il s'est suicidé, pendu. Voilà, toutes les options sont possibles. Là, le rideau s'est fermé sur cette scène. Ouais, c'était une question concernant en fait la langue des signes qui est pratiquée dans ce film. Pour les sourds en fait qui étaient dans la salle, ils comprennent très bien la réalisation, ou bien ça s'est passé comment? On est dans le même cas alors, parfait. Mais enfin, par rapport justement à vous, c'est typiquement comme un peu un Italien qui écoute un Espagnol ou comme ça, il y a un rapport à... Alors, comment elle traduit ça? Elles sont très différentes, ces langues. Les deux langues sont très différentes, disait madame. Il y a beaucoup de différences. Parce que typiquement, en tout cas, nous, en tant que personne ne comprend pas la langue des signes, il y a certaines trames narristiques qu'on n'a pas forcément compris, justement. Des complexités entre les différents personnages, ou bien les histoires qu'il y a pu y avoir entre ce big boss un peu ou ce mafieux qu'on voit au-dessus, qui gère les deux filles et ces différents personnages, justement. Enfin, c'est des choses qui ont pu nous échapper justement du fait qu'on ne comprend pas tous les dialogues. En fait, au départ, c'est voulu par le réalisateur et c'est la philosophie de ce film, c'est-à-dire qu'il y a des incompréhensions qui résident. Il n'y a pas de sous-titrage, c'est volontaire.
Et tout a été axé sur l'expression du visage et les chorégraphies, hein, les mouvements corporels, dramaturgie corporelle finalement. Les expressions de colère, d'amour, d'émotion sont très présentes et c'est surtout ça qui a été mis en avant. Et c'est un film qui est ni pour les sourds ni pour les entendants, c'est juste... c'est tout public mélangé. A priori, ce film a été fait aussi pour être compris dans différents pays. Hein. Il est fait pour être accessible au Japon, par exemple. Donc il n'y a absolument aucun sous-titre nulle part. J'aurais du coup encore une question qui fait assez écho à ça, c'est la gestion en fait du son. Parce que nous, du coup, on a une écoute aussi du film. Et on a différentes ambiances qui se créent par le son. C'est un choix du réalisateur d'avoir laissé le son tel quel, ou bien est-ce qu'il n'aurait pas préféré avoir justement une vision de personne sourde? Je ne sais absolument pas comment ressentent les sourds, les différents sons qui les entourent, mais c'est... Enfin, moi, du coup, je me posais la question, est-ce que ça aurait été pertinent d'aborder le son différemment dans ce film, de manière presque de vibration, ou... Voilà. Alors c'est un film qui se déroule sans voix, puisqu'il se passe en langue des signes, mais effectivement, il y avait un micro pendant le tournage, de manière à ce que effectivement, le bruit des pas soit enregistré, fasse partie de la mise en scène. C'est uniquement la voix qui a été supprimée. On voit une porte qui se ferme, mais on l'entend aussi claquer. C'était un parti pris du réalisateur. C'est ce qu'il a voulu conserver dans ce film. Pour le reste, voilà, c'est la voix simplement qu'il a décidé de couper, de muter complètement. Il y a de la musique aussi, il y a des images qui suivent aussi cette musique. Bonsoir. J'ai cru comprendre qu'il y avait des acteurs entendants dans le film, c'est juste? Tous les acteurs sont sourds. Tous les acteurs sont sourds, ok, donc pas la peine de penser à la deuxième partie de la question. Et il y avait des interprètes sur le tournage hein, qui faisaient le pont entre le réalisateur qui est entendant, l'assistant réalisateur qui servait aussi d'interprète, et avec les comédiens de sourds, ça se passait comme ça. Ok, merci, ça répond à la première question. Deuxième question, c'est si j'ai bien compris, mademoiselle parle en langage des signes russe, c'est juste? Tout à fait. Est-ce que le langage des signes qu'on voit dans le film, c'est aussi du russe? Tout à fait. Est-ce qu'il existe un... Alors, j'ajoute juste ce qui n'a pas été dit tout à l'heure, c'est que madame disait qu'elles sont de la même origine toutes les deux, que Yana est d'origine biélorusse, mais que la langue des signes qu'elle pratique sont les mêmes, qu'elle est la même, puisque en fait c'est une langue des signes qui a été unie au temps de l'URSS. Justement, c'est là où je voulais en venir. Est-ce que les Ukrainiens, ils sentent une certaine manque de culture linguistique dans le fait qu'ils n'ont pas un langage des signes propre à l'Ukraine? C'était comme pour les entendants en Ukraine, dans le temps de l'URSS, on aurait quelque part obligé d'apprendre le russe. Est-ce que les malentendants ils sentent une manque d'identité linguistique là, de ce côté? Donc autrefois, donc au temps de l'URSS, il y avait une seule langue et elle a été conservée. Et
et donc elle n'a pas changé depuis ce bouleversement dans cette partie de l'Europe. Voilà, Yana est d'origine biélorusse, moi je suis ukrainienne, et on a la même langue. Voilà, c'est une langue visuelle de toute façon, donc il y a quand même des choses qui sont très très proches, et en l'occurrence nous deux on se comprend très très bien. Et dernière question, est-ce qu'il y a quand même une sorte d'accent ukrainien sur le langage des signes parlé en Ukraine? Est-ce qu'il y a quand même une différence entre le langage russe et le langage ukrainien? Alors, il y a quelques différences entre la langue des signes ukrainienne ou la langue des signes pratiquée en Russie ou en Biélorussie. La question c'est, y a-t-il des différences? Et la réponse est oui. Mais la base reste la même, il y a quelques différences qui sont dues à des différences géographiques. Hein. D'une ville à l'autre, ça peut changer. Par exemple, Minsk a plusieurs signes selon les endroits d'où ils proviennent. Mais en général, on utilise la dactylologie pour se mettre au point sur un signe qu'on ne connaît pas. Et à ce moment, c'est là qu'on voit qu'il y a des choses qui sont facilement compréhensibles. Moi, j'aurais une question sur le parcours universitaire de la comédienne, de Yana. Donc, je suis d'origine biélorusse. Donc, il y a des choses dans mon parcours. On va juste repréciser la question si c'est une question en général pour les sourds ou c'était une question pour Yana, la comédienne. Voilà, le parcours de Yana donc. Donc Yana a travaillé dans une usine de presse, elle a travaillé sur des machines. Et elle a travaillé aussi en couture, non. Il y avait 2 sourds. Donc elle était assez satisfaite de son travail, mais elle voulait faire autre chose. Mais en Biélorussie, il n'y avait pas énormément de choix. Elle n'a pas pu travailler en Ukraine, par exemple, parce qu'elle est d'origine biélorusse. Et la seule chose qu'elle a réussi à faire aujourd'hui, c'est d'avoir été choisie pour ce film, qui est un film qui a été tourné en Ukraine. Et donc c'est un départ de carrière. Donc est-ce que Yana a fait une filière théâtrale à l'université ou est-ce qu'elle a fait une école? Non, en Biélorussie ça n'existe pas. Il y a un petit centre des sourds qui existe où il y a quelques cours du soir, notamment les jeudis, vendredis, qui est accessible à tous, mais qui n'est pas une école qui destine à un métier de comédien. Ce sont des cours amateurs. Ma question, dans ce film, la réalisatrice a traité vraiment la violence vraiment très extrême, violence très extrême. Tout ce qu'on voit est très brut. Il n'y a pas de faux, quoi. Tout est vrai. Et je me demandais si elle voulait faire passer une sorte de message de ces pays, l'Ukraine, la Biélorussie, pour montrer un peu comment dire, ouais, est-ce que c'est une part de réalité dans ces pays? Il y a vraiment une sorte de violence comme ça, ou c'est un peu poussé à l'extrême? Voilà. Merci.
Alors, c'est le jeu des comédiens sourds, dans un premier temps, qui montre cette violence. C'est eux qui ont fait l'effort d'être effectivement assez proches d'une réalité, d'un jeu brut, et qui donne l'illusion que c'est une situation réelle, mais c'est du jeu, hein, c'est du jeu. C'est un jeu de comédien. Ou c'était peut-être j'avais pas bien exprimé mon truc, mais attendez, je réfléchis à ma phrase. J'aurais juste voulu savoir comment ça s'est passé pour la comédienne de tourner des scènes aussi crues et je sais pas si c'était facile pour elle ou pas. Voilà. Qu'est-ce qui est difficile ? De tourner des scènes aussi crues avec des actes sexuels ou quand on lui met des choses dans... Voilà. La première fois, en fait, j'ai refusé. Le réalisateur du film m'a dit « c'est un film ». Au départ, il m'a dit que c'est un film sur l'amour. Bon, on va parler de prostitution. Il n'a pas tout expliqué en détail au départ. Et puis, cette proposition de jeu qui a été faite, je l'ai un peu refusée au départ et après plusieurs discussions, on a finalement décidé de montrer les choses telles qu'elles étaient demandées par le réalisateur dans l'objectif de faire un film qui soit impressionnant, qui soit vu et apprécié par le public. Bien sûr, il y a des scènes de nudité, mais on m'avait dit ce ne sera pas le premier film dans lequel il y aura des personnages nus. Pour prendre l'exemple d'Adèle H, par exemple, c'est un film qui montre aussi la nudité, un film parmi d'autres. Donc le réalisateur m'a dit, voilà, on est dans le cinéma c'est montrer les choses, et il a fait référence à ce film Adèle H, il m'en avait parlé. Et il m'avait dit que les acteurs, c'était leur rôle de montrer les choses, de montrer la violence, de montrer la criminalité, de montrer la nudité, voilà. Et donc, ils devaient être capables d'exprimer toute une palette aussi de sentiments et de comportements. Voilà. Mais évidemment, ça ne reflète pas ce que je fais dans la vie. Alors, moi, j'aurais une question concernant l'équipe du tournage. Donc, est-ce que la direction d'acteur s'est fait avec l'interprète ou est-ce que l'équipe connaît la langue des signes? Donc, le réalisateur avait un assistant réel, qui connaissait la langue des signes, qui connaissant cette langue des signes pouvait transmettre les consignes aux comédiens sourds, les corriger, modifier les placements, ajuster. Voilà, donc il a servi d'interprète et il a permis aux acteurs de faire ce que le réalisateur désirait. Voilà. Et donc corriger aussi le jeu, préciser les gestes, un petit peu comme on travaille sur un dialogue et qu'on répète plusieurs fois pour ajuster. Voilà, donc en fait les comédiens sourds ont eu accès aux consignes du réalisateur par cet assistant réalisateur.
Et puis aussi, évidemment, comme nous sommes sourds, pour tout ce qui était placement, c'était aussi une manière assez visuelle de nous diriger. Hein. Au niveau des consignes, il suffisait aussi de nous déplacer un petit peu, de nous dévisser devant la caméra, ou nous replacer, voilà, nous parler de rythme aussi. Et donc, est-ce qu'il y a un budget pour les interprètes? Il y avait le réalisateur, plus l'assistant qui dirigeait les sourds, qui se déplaçait, qui venait faire le pont avec la communication avec le réalisateur. Donc, ça a été un double travail. J'ai une question. J'imagine que quand Yana a été choisie par le casting, qu'elle a eu connaissance de l'intégralité du projet, donc elle s'est probablement imaginé un film. Est-ce que le résultat correspond à peu près à ce à quoi elle s'imaginait pendant le tournage? Parce qu'elle a une performance d'acteur et d'actrice absolument incroyable, et une énergie incroyable. Est-ce qu'elle s'imaginait un résultat comme le film qui est là au final? Ou est-ce que dans le tournage et dans la réalisation, c'était beaucoup plus éclaté, assez difficile à imaginer? Donc la première fois que le réalisateur m'a contacté, me disant que j'étais sélectionné, je l'ai rencontré effectivement le premier jour. On a eu un rendez-vous et puis il m'a expliqué dans les détails que ce film serait un film sur l'amour. Il a commencé à m'expliquer un petit peu le scénario. Mais il a aussi précisé qu'il fallait voir aussi sur place, découvrir les choses au fur et à mesure. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que les jours de tournage, on se présentait sur le lieu qui était prévu et on découvrait à chaque fois un scénario de la scène que l'on devait tourner. Et ça a fonctionné comme ça, au jour le jour. On découvrait les pages du scénario, de l'histoire, au fur et à mesure que se déroulaient les journées de tournage. Et il était écrit sur le script, à un moment donné, qu'il fallait se déshabiller, qu'il y avait une scène nue, mais que le soutien-gorge serait conservé. Et puis, en fait, sur place, le réalisateur m'a demandé de l'enlever, ce soutien-gorge. Ça ne correspondait pas à ce qui était écrit sur le scénario. Il m'a dit, il faudrait que tu l'enlèves, que tu te mettes complètement nu. J'ai refusé. Donc il y a eu des disputes à la suite de ça, parce que je n'étais pas d'accord. C'était d'ailleurs pas la première, parce qu'il y avait plusieurs fois où, comme ça, quelques malentendus provoquaient des disputes. De toute façon, je me disais, je pouvais pas arrêter, il fallait que je continue, j'étais parti dans ce projet, il fallait que j'aille jusqu'au bout. Et du coup, on a, à la suite de longues discussions, de grandes explications, notamment celle de me dire que voilà, je ne serais pas la première actrice à être nue devant une caméra, que le film gagnait à être très connu, apprécié, primé, que
voilà, il y a des comédiens, des comédiennes de par le monde qui jouent dénudés. Donc c'était une suite d'arguments pour me convaincre. Et puis je reviens aussi sur l'histoire d'Adam et Ève, qu'on m'a donné à titre d'exemple, hein, qui étaient voilà, deux personnages de la Bible nus, et que donc, voilà, ils étaient dans la Bible, ils pouvaient très bien faire partie d'un film et être nus et être filmés nus. Et que donc l'histoire d'Adam et Ève, c'était un petit peu ça, c'était prendre en compte d'un seul coup la nudité. Et pour moi, ce film, ça a été aussi ça, c'était une expérience de faire un travail sur moi-même, sur cette nudité, et puis finalement, je regrette pas parce que je vois que ça donne le résultat d'un bon film. C'est la cinématographie, c'est le 7e art, donc... Je pense, enfin, au-delà de la scène de nudité, enfin, merci beaucoup pour la réponse, mais au-delà de la scène de nudité, je pense aussi à l'ensemble du film, parce qu'elle a été surprise de le voir une fois terminé, monté. Vous ce que c'était? Donc l'ensemble du film, toute l'histoire. Surtout s'il travaillait jour après jour avec les séquences. Au début, j'étais pas à l'aise. J'ai presque eu la nausée, envie de vomir. J'étais assez bloqué. C'était pas facile. J'étais timide également. Donc, ça a été dur pour que je m'ouvre finalement, malgré des consignes assez strictes et claires. C'est un peu comme une tentative de suicide, vous voyez, on s'approche du précipice et puis on ne sait pas si on saute pas. C'était un peu de cet ordre-là. Petit à petit, le personnage s'est construit, et puis le film a avancé, puis j'ai accepté de cheminer dans ce registre-là et de me déshabiller. Moi j'avais juste une question, c'est le premier film que je vois en langue des signes et je me demandais s'il y avait beaucoup de précédents dans l'histoire du cinéma ou si c'est un peu un genre de première. Oui, est-ce qu'il y a de nombreux précédents de films en langage des signes ou à ce point il n'y a ni sous-titres ni doublage? Alors parfois il y a des sous-titrages, parfois il n'y en a pas. Ça dépend des situations. Ça dépend si le film doit être projeté dans une salle, par exemple à la dernière minute ou pas, ou s'il doit passer à la télévision. L'organisation du sous-titrage, c'est une affaire un peu spécifique qui fonctionne en fonction de pas mal d'événements extérieurs. En tout cas, pour ce film, c'était un parti pris du réalisateur. Il n'a pas voulu mettre de sous-titres. Il voulait que l'on soit simplement attiré par le visuel, tout le visuel de ce film, un petit peu comme on regarde un film de Charlie Chaplin.
Il n'a pas voulu distraire les comédiens. Il a estimé que l'expression des comédiens suffisait à intéresser tout le film. L'autre personne qui a posé la question, je ne sais plus son nom, enfin je l'ai appelé son nom. Mais c'était concernant justement le fait, est-ce que des films de ce type-là, avec uniquement des dialogues dans le langage des signes, existent, et est-ce qu'il y a une réelle culture de ce type de film, ou bien c'est innovateur? Est-ce que c'est une grande prise de risque ou ça existe déjà? Il y avait une deuxième question aussi après de madame. J'ai la main. Combien de temps après le film? En fait, Trip, c'est vraiment la première fois qu'un réalisateur fait un film en langue des signes uniquement. Je pense que la langue des signes, elle est présente à l'écran, notamment en Russie par exemple, on sait que la langue des signes est présente à l'écran. Mais The Tribe, c'est vraiment le film sans sous-titres, uniquement en langue des signes, et ça, effectivement, c'est unique. Je me demandais aussi combien de temps a pris le tournage. Six mois. 6 mois. Six mois de tournage, oui, tout à fait. Répétition comprise. Peut-être encore une ou deux questions. Voilà, la question c'est est-ce que c'est la première expérience en tant que comédienne pour Yana ou pas? Monsieur s'en va et dit au revoir, et dit bravo, bravo, il faut continuer comme ça. Un grand bravo. Merci beaucoup. C'est la première fois. Voilà, nous aimerions faire une photo, toute l'équipe des sourds, si c'est possible, avant qu'on parte avec vous. Est-ce que les sourds pourraient venir sur la scène? Donc on va faire une photo tous ensemble. J'imagine que ça clôt la discussion. En tout cas, merci beaucoup. On va la photo en train de se faire.